On a dit, ce chien mérite d'être sélectionné, alors que celui-ci ne le mérite pas. Être mignon pour un chien, ça se paye. Oui, il y a un revers de la médaille à avoir créé ces races-là. Pourquoi c'est dangereux la consanguinité ? C'est parce qu'il y a des maladies qui apparaissent. Le teckel, par exemple, ce sont des saucisses sur pattes. Pas la peine d'être vétérinaire pour comprendre quelque chose qui ne va pas. Le cavalier King Charles est un exemple typique de massacre génétique d'une boucherie. Du coup, jusqu'où on peut aller ? Salut, bienvenue dans Niche. Il y a fort longtemps, le loup. Et maintenant, pour en parler, j'ai invité Ludo. C'est parti. Bonjour Ludo, bienvenue dans Niche. Bonjour. Alors, tu es vétérinaire spécialisé dans l'intervention d'urgence à domicile, oui. Mais on te connaît aussi sur le nom de Supervet sur les réseaux. Tu vulgarises des sujets scientifiques liés à la santé animale et notamment les manipulations génétiques et les races. On veut tout savoir, on a trop de questions. Ouais. Et tu es venu avec Sly, ton petit bâtard. Absolument. Elle est croisée chihuahua, hein, ça se voit. Mais oui, absolument. Je l'ai depuis 9 mois maintenant. Enfin, c'est un bébé mois. Encore. Ouais, c'est un petit bébé. Donc, si on est d'accord pour dire que l'ancêtre commun de tous les chiens, c'est le loup, là, je crois que j'ai besoin de savoir comment on passe du loup à cette petite chose, à Sly. Vaste programme, longue histoire. Alors, effectivement, quand on dit ancêtre commun, le loup, en fait, c'est plutôt que le loup d'aujourd'hui et le chien ont un ancêtre commun. D'accord ? Pour être plus exact, si vous voulez, le chien, c'est un cousin du loup. Ouais. Si on remonte un petit peu pour parler un petit peu d'histoire, il y a à peu près 40 000 ans, il y a eu cette scission un peu entre le loup et le chien d'aujourd'hui. Les premières traces qu'on a remarquées de domestication remontent à peu près 20 000 ans, 20-25 000 ans. Et vraiment, parce qu'en fait, il faut quand même dire que sans l'homme, il n'y aurait pas eu le chien. D'accord ? Donc, c'est le fait que l'homme a domestiqué certains loups, que justement, le chien. C'est l'association des deux, au final. Voilà, sinon, il n'aurait pas existé, d'accord ? C'est quoi ? C'est les loups qui sont allés vers les humains ? Absolument. Au début, il y a certains loups qui sont, on va dire, qui étaient intéressés par les déchets humains, etc. Ils se sont... L'opportunisme. C'est l'opportunisme, absolument. Et donc, de là, l'homme s'est rendu compte que c'était plutôt pratique un loup, en fait, et que ça pouvait potentiellement aussi les défendre. Ça peut servir. Ça peut clairement servir, surtout quand il y a des ours et des trucs comme ça. Donc, ils sont restés près des campements et l'homme s'est rendu compte que c'était intéressant de les garder. Donc, garder certains. En tout cas, quand je dis certains, c'est vraiment important parce que la domestication repose sur le fait que certains loups ont été capables, se montrer un peu plus gentils que les autres. On gardait ceux qui étaient peut-être plus avenants, qui étaient plus doux que les autres. Et surtout qui gardaient, ça c'est très important pour comprendre la suite et comment on en arrive là, ils ont gardé des comportements juvéniles. Le terme exact, c'est un peu scientifique, c'est un peu compliqué, mais c'est la néoténie. D'accord ? Donc le côté joueur, c'est garder des traits morphologiques juvéniles, le côté joueur, le côté où ça va garder des vocalises de bébé un peu, et aussi, au point de vue physiologique, ce sont des animaux qui vont être moins stressés, avoir moins le réflexe de fuite, ou de crainte, ou d'agressivité. Et donc, c'est pour ça que le chien d'aujourd'hui est capable de vivre dans une société comme la nôtre. C'est parce qu'on a sélectionné les individus qui avaient moins de cortisol en eux, donc moins de stress, et donc ils restaient plus avec nous. Et donc l'homme s'est rendu compte qu'il pouvait garder ces individus-là et potentiellement même les sélectionner au bout d'un moment. Et petit à petit, on va vers ce qu'on appelle les animaux qui étaient utiles. Ils ont été sélectionnés pour leur utilité, et notamment la chasse, le gardiennage, etc., qu'on retrouve ne serait-ce qu'à l'Antiquité. D'accord ? Donc grosso modo, il faut comprendre que les chiens, au début, ont été sélectionnés pour leur utilité. Oui, pas par là. Finalement, on parle de race bien après. Exactement. C'est pas pour leur compagnie qu'ils ont été sélectionnés au début. C'est parce qu'ils avaient un rôle utile. C'est très important de comprendre ça, parce que ce sont des caractéristiques physiques utiles, comme le tractage pour les chiens de traîneau, la chasse ou le gardiennage pour les molosses, par exemple. Et la chasse pour les types lévriers et autres. Petit à petit, donc jusqu'à l'ère... qui s'appelle victorienne, d'accord ? Je replace le contexte, mais c'est-à-dire 19e siècle. Il y a eu l'apparition de la volonté de faire le côté pure race, le côté, pas que dans les chiens, mais le côté pure race et dog show est apparu. Donc c'était bien vu dans la société d'avoir des chiens beaux. Oui, parce qu'ils étaient très dans l'apparence à cette époque-là en plus. Absolument, c'est ça. Le côté, le côté race était de partout. Et cette volonté de sélectionner, d'avoir des individus purs, clairement, avec tous les dérives que ça va avoir,
a été à ce moment-là mise en avant, et ça a été le point d'orgue a été la création de Kennel Club. D'accord ? Le Kennel Club, c'est-à-dire que c'est en 1874, si je dis pas de bêtises, c'est là où il y a une association de gens en Angleterre qui se sont dit, tiens, on va standardiser des races. Donc on peut dire que c'est les Victoriens qui ont créé les modes. Absolument, les races, ce qu'on appelle les pédigrés aujourd'hui, viennent de là. Avant, il n'y en avait pas du tout. C'est-à-dire que les chiens étaient utiles, mais c'est tout. Il n'y avait pas de race. D'accord ? Il y avait des morphotypes, des morphologies de certains types de chiens, plus ou moins grands ou petits, mais ce n'était pas des races. Et le mot race vient de cette période-là. D'autres associations se sont créées assez rapidement, notamment celle aux Amériques, donc l'AKC, donc c'est la même chose, qui dicte vraiment, à la fin du 19e siècle, qui a vraiment posé les bases de c'est quoi un carlin, c'est quoi un épagnol, c'est quoi un cocker, etc. On veut tel type de morphologie, tel type d'esthétique. Pour grosso modo, avoir une valeur dans la société. Oui, c'est-à-dire, moi, j'ai un cocker pure race, toi, t'as un bâtard. Voilà, parce qu'il n'a pas les standards. Ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, et c'est là où ça commence à en fait être problématique, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle des concours. Et qui dit concours dit juge. Les juges ont dit, ils ont remplacé la nature, si vous voulez. Avant, c'était l'utilité, le physique d'un chien qui faisait qu'il était gardé. Ben celui-ci est bon à la chasse, celui-ci il a un bon odorat, celui-ci court vite. Au moment où il y a eu les juges, au moment où il y a eu cette compétition, on a dit ce chien mérite d'être sélectionné, alors que celui-ci ne le mérite pas. Parce que ce chien a les standards que nous on veut, de beauté. Et de docilité, j'imagine, enfin en tout cas pour ce qu'on recherche. En tout cas, ce que tu dis est vrai parce qu'il y a une composante, les juges voient aussi le caractère. C'est-à-dire que pour eux, un lévrier irlandais doit être craintif, alors que peut-être qu'un chihuahua moins, etc. Donc il y a vraiment une notion aussi de tempérament qui joue beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a eu un problème parce que qui dit compétition et qui dit juge dit gagnant. Et qui dit gagnant dit reproduction. Et donc c'est que les gagnants qu'on va garder pour reproduire. Ok. Parce que c'est eux qui feront les plus beaux spécimens après. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y a des traits morphologiques, des traits physiques qu'on veut garder. C'est le système de race, d'accord ? Finalement, ça sert à ça, les concours, même encore aujourd'hui. Oui, ça sert à ça. Ça sert à dire, moi, j'ai le meilleur spécimen, moi, je vais pouvoir le vendre plus cher à la reproduction. Et donc, de là, quand il y a un gagnant, sa reproduction est vendue plus cher, donc elle a plus de valeur, donc elle est encouragée. Et ceux qui avaient les plus beaux traits, et notamment les traits les plus délétères, puisqu'on parle de sélection génétique et de problèmes notamment, ceux qui avaient par exemple, on parle le bulldog anglais ou le bulldog français, plus son nez va être écrasé, plus il va être propre au standard parce qu'il va être considéré comme beau, et donc il va être gardé, multiplié, et c'est à partir de ces individus-là qu'on va créer les autres, comme une pyramide, et tout en bas, il y aura les plus beaux spécimens qui viendront plus ou moins du même descendant, ou du moins de quelques dizaines d'individus. Et pour revenir sur le côté où on garde des caractéristiques juvéniles, c'est important de le préciser, ce que j'appelais tout à l'heure la néoténie, c'est un terme très important, parce que ce fait de garder une apparence de bébé va être vachement sélectionné à cette époque-là. Oui, c'est qu'on veut donner une place au chien, en fait, pas comme un substitut d'un enfant, mais on veut avoir le contrôle, on veut avoir cette codépendance. En fait, il a été remarqué que dans la domestication, on remarque chez la plupart des individus qui sont domestiqués, c'est qu'ils ont des traits particuliers qui sont très spécifiques et qui sont, par exemple, d'avoir des grands yeux. Et ouais, comme les cavaliers King d'avoir Charles. des grandes têtes, un grand front. Et d'avoir notamment, pour certains, le nez écrasé. Mais le nez écrasé, ce qu'on appelle les brachycéphales. Hein, les carlins, les bulldogs français. Les bulldogs français, les bulldogs anglais, mais aussi un peu les cavaliers King Charles, ouais. Les shih tzu, voilà. Mais aussi pour les chats, les persans, c'est le même principe, vont avoir le nez écrasé. Donc, brachycéphale, c'est du grec ancien, ça veut dire tête courte, d'accord ? Mais c'est pas pour rien. C'est pourquoi c'est beau, enfin, pourquoi ça plaît. C'est parce que ça fait penser plus à un visage humain et à un visage de bébé. C'est très important de comprendre ça. Parce que ça interpelle nos comportements à nous aussi et comment on s'occupe des animaux et des chiens notamment. Ça explique tellement de choses. Énormément de choses. Ça explique aussi leur place dans la société, les déviances malheureusement qu'il peut y avoir et que nous, en tant que vétérinaires, on observe aussi. Et donc tout ça, voilà, pour que la boucle soit bouclée par rapport aux juges et par rapport à ce qu'ils ont sélectionné, ils ont créé des standards qui ont dit les chiens à garder, ce sont ceux-là. Mais on ne s'est pas posé la question à l'époque, on ne le savait pas, on n'avait pas assez de retours, je pense. C'est que les clubs de race ont sélectionné, et ça a été validé par des sociétés plus hautes,
aujourd'hui représentée par la Société centrale canine, la Fédération cynophilique internationale, etc. Tout ça a fait qu'il y a eu des normes et on a sélectionné les animaux en se rendant compte aujourd'hui qu'il y a malheureusement des conséquences à tout ça. Oui, il y a un revers de la médaille à avoir créé ces races-là. Absolument. Et qui sont, par rapport à leur santé, qui sont pour certains assez dramatiques. Tu peux nous citer les chiens qui sont à la mode en ce moment, ou depuis quelques années en tout cas? Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le bulldog français a été l'une des races les plus à la mode récemment. Peut-être un peu moins aujourd'hui, mais ces dernières années. Il y a eu le Shiba. Par exemple, Squeezie a eu un Shiba, oui. Donc ça a boosté les ventes. Gros phénomène de mode du Shiba, et les gens reviennent un petit peu dessus. Et là, récemment, il y a le teckel. C'est quelque chose de flagrant. Il suffit de se promener dans Paris. Alors, j'ai l'impression que c'est une très grosse mode, même presque plus que tout le reste. Peut-être que je me trompe, mais comme le format s'y prête plus, j'ai l'impression que les gens adoptent Absolument. plus facilement des teckels. J'en vois beaucoup, en tout cas, dans Paris. Encore une fois, il y a plusieurs paramètres qui expliquent cela. Je ne sais pas s'il y a une star des réseaux qui a adopté un teckel récemment, je n'ai aucune idée. Ou plusieurs. Peut-être que ça a pu jouer. Mais il y a aussi un phénomène qui s'explique. Moi, je m'intéresse surtout à la morphologie des chiens et aux conséquences que ça peut avoir. Mais quand on regarde le teckel, par exemple, il y a quand même quelque chose qui saute aux yeux, c'est que ce sont des saucisses sur pattes. Ils sont très longs, avec des toutes petites pattes. D'ailleurs, c'est pas normal. Pas la peine d'être vétérinaire pour comprendre quelque chose qui va pas. C'est très mignon, soit, ils sont très mignons les teckels, même s'ils ont un caractère compliqué parce que ce sont des chiens de chasse. En tout cas, il faut toujours s'intéresser à l'origine des choses. Et par exemple, le teckel, son nom exact, c'est le Dachshund ou Dachs. Ouais, comme en anglais. Dachshund, d'accord, parce que Dach, ça veut dire blaireau et Hund, ça veut dire chien. Mais pourquoi ? Parce que pour revenir à cette histoire d'utilité, avant que les races adviennent, le teckel était utilisé pour la chasse au blaireau, effectivement, ou en tout cas pour les animaux rentrer dans les terriers. Oui, c'est pour ça qu'il a la forme pour... Absolument, mais cette forme-là a une utilité stricte, c'est-à-dire qu'il était sélectionné parce que c'était le seul chien qui avait des pattes toutes courtes et qui pouvait aller dans les terriers. Aujourd'hui, qu'est-ce que chasse le teckel à part la croquette ? Pas grand-chose. Les blaireaux, mais d'autres types de blaireaux peut-être. Et donc, tout ça fait, c'est qu'on voit, pour faire vraiment le parallèle, parce que vous allez comprendre là où je veux en venir, c'est que le teckel aujourd'hui est une race que nous, en tant que vétérinaires, on voit pour plusieurs raisons médicales. Et notamment le fait qu'ils ont des hernies discales. Vous allez me dire pourquoi ? Mais parce qu'en fait... il y a beaucoup de dos. Le fait d'avoir un dos aussi long sur des toutes petites pattes, ben ça fait que c'est le principe d'un pont. Et ça fait que ça crée une énorme pression intervertébrale au niveau des disques. Et donc des protrusions et donc des hernies discales. Mais ça, on le voit pourquoi ? Parce que c'est un chien qui a été pris à la base, qui était censé chasser, et on l'a mis dans un milieu urbain où la seule chose qu'il fait, c'est sauter et descendre du canapé ou du lit. Les conséquences médicales, elles sont là. C'est que le chien, il a forcément, à force des mouvements répétés comme ça, des mouvements qu'il ne devrait pas faire, qui fait que ça met des pressions au niveau de sa colonne. Il ne souffre pas que de ça, le teckel. Il y a plusieurs types de maladies. Quand on a pris un individu qui a symbolisé au 19e siècle, le teckel ultime, d'accord, le plus beau individu. Dit ultimate teckel. L'étalon de base. Il avait quoi ? Il avait des petites pattes aussi, il avait un long corps. Bon, voilà. Quand on a pris cet individu-là, ou du moins des individus semblables, et qu'on les a fait se reproduire énormément, il se passe quoi quand on prend une petite population et qu'on prend toujours les mêmes semences, ou du moins qu'on fasse se reproduire les mêmes personnes ? Il y a au bout d'un moment ce qu'on appelle la consanguinité. Et en fait, on a voulu sélectionner, par exemple, ce qu'on appelle la chondrodysplasie, c'est un terme un peu compliqué, mais c'est le fait que ce sont une forme de nanisme finalement, un problème au niveau des cellules par rapport à la croissance qui fait que leurs petites pattes ne poussent plus, ça grandit plus. On a sélectionné cette malformation-là et on a gardé ces spécimens-là. On en a fait un trait physique. Un trait physique. Mais pour garder un trait physique dans une population, comment on fait ? Il faut garder toujours les mêmes individus, ou du moins qu'ils soient... qu'on revienne forcément aux mêmes. On appelle ça... Je déteste ce mot, mais dis-le. On appelle ça le retrempage. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va, par exemple, au bout d'un moment, on a un étalon. On le fait se reproduire. Il a X descendants, arrière, petite fille ou petit-fils. Mais on se rend compte que le paramètre morphologique, le truc physique qu'on voulait absolument est en train de un peu se perdre. Tiens, le teckel commence à grandir, il commence à avoir des pattes un petit peu trop hautes. C'est caricatural. L'arrière petite fille commence à avoir des pattes un peu trop hautes. Eh bien, on va reprendre l'arrière père, grands-parents, et le faire se reproduire avec celle-ci.
Non, mais c'est vraiment important de le signaler. C'est intense, hein. Et on fait ça pourquoi ? Pour garder des traits physiques particuliers, parce que c'est une des meilleures façons de garder ce trait physique-là. Et comment tu nommerais du coup cette différence entre consanguinité et retrempage ? Il n'y en a pas. C'est la En fait, même chose, c'est une forme de consanguinité. Une étude, je rentre un peu dans les détails, mais je pense que les gens ont besoin de comprendre ça. Une étude récente, je ne sais plus la date exacte, excusez-moi, mais c'est fait par UC Davis, qui est quand même une université assez réputée, qui a pris sur 50 000 individus et 250 races différentes. Et en tout, il y en a 350. Mais ils ont pris 250 races, 50 000 individus. Ils se sont rendus compte que le taux de consanguinité, pour être simple, entre deux individus lambda d'une même race, d'accord ? Il était de 25%. Et pour atteindre 25% de consanguinité, il faut être frère et sœur. Donc ça veut dire que si on prend deux teckels dans la rue, pure race, avec le pédigré, ils sont forcément forcément consanguins. Et pourquoi c'est dangereux la consanguinité ? C'est parce qu'il y a des maladies qui apparaissent. D'accord ? Parce qu'une maladie génétique apparaît surtout quand il y a deux allèles différents. Les chromosomes, c'est comme une échelle, et de chaque côté, il y a un allèle différent. Si ces deux allèles sont différents, c'est tant mieux. Enfin, en tout cas, pour les maladies, c'est mieux. Et s'il y a deux allèles identiques, on appelle ça être homozygote. Alors à ce moment-là, beaucoup de maladies apparaissent. On s'est rendu compte qu'une maladie génétique sur deux chez le chien était spécifique à une race. C'est fascinant parce que du coup, jusqu'où on peut aller ? Parce qu'on est quand même bien parti pour encore continuer ces races-là. Parce que il y a des prises de conscience. C'est très long parce qu'il y a certains on va dire, lobbies qui se font en sorte que les races restent pures. Et dans pur, forcément, il y a tout ce que j'ai expliqué avant. Mais en général, les clubs de race, les mentalités évoluent. Il y a des prises de conscience. Il y a des ONG qui commencent à porter plainte. En 2025, PETA a porté plainte contre l'AKC, l'American Kennel Club, pour justement dénoncer plusieurs races, dont le bulldog anglais, le bulldog français, je crois qu'il y a le Sharpei, je crois que voilà, il y a aussi le teckel peut-être. Tu peux nous expliquer peut-être ce que c'est PETA pour ceux qui nous c'est une ONG qui est pour les droits des animaux, grosso modo, voilà. Qui lutte contre la cruauté. Qui lutte contre la cruauté. Parce que finalement, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas une forme de maltraitance quand on regarde de plus haut ? Bien sûr. C'est facile de dire on savait pas, mais je crois que ça fait depuis très longtemps qu'on sait qu'il y a des animaux qui sont malades à cause de ça. Donc il y a eu cet événement-là, je ne sais pas quelles conséquences ça aura, j'espère que ça en aura. Il y a eu au niveau européen enfin une loi qui est apparue en 2025 qui n'a pas encore tout à fait passé, mais qui parle de l'importance du bien-être dans les élevages et que pour la première fois on parle de caractéristiques morphologiques pour les chiens dans la loi. Donc ça c'est aussi une avancée, à savoir si... Enfin, il y a quand même du travail, hein. Parce que derrière tout ça, il y a aussi un business. Bien sûr. C'est-à-dire que les chiens se vendent cher, c'est plusieurs milliers d'euros selon les races, sous prétexte qu'elles sont pures et qu'elles ont un pédigré, quoi. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus tout jeter. Le principe de race est OK du moment qu'il respecte une morphologie qui va vers la santé des chiens. Son bien-être aussi. Et qu'on fait en sorte que, génétiquement, on ne va pas dans un goulot. On ne s'étrangle pas vers quelque chose qui est délétère à la fin, au bout de X générations. Et pour ça, on a fait des choses. Il y a eu quelques, on va dire, des moments un petit peu plus, on va dire, où on voit un peu le bout du tunnel et qu'on se dit c'est possible. Je vais prendre deux exemples pour en fait parler de ça, comme quoi c'est possible de faire l'inverse. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. C'est-à-dire qu'il faut faire des croisements génétiques avec des pures races aujourd'hui pour sortir et diluer certaines maladies. On le voit avec le dalmatien. On a fait un dalmatien qui a moins de problèmes urinaires. D'accord ? Parce qu'on l'a mélangé avec du pointer. C'est sa spécificité au dalmatien d'avoir des problèmes... Dalmatien, déjà, il suffit de regarder un dalmatien pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la nature, jamais il y aurait du blanc avec des taches noires de partout. Mais bref, tout ça pour dire que beaucoup de dalmatiens sont sourds. Il y a vraiment un gène par rapport à ça. Et il y a aussi un gène où il y a des calculs qui se créent au niveau de son urine. D'accord ? C'est très connu. Et dans les années 80-90, je ne sais plus, un généticien a proposé de faire un mélange. Donc, ce que je disais tout à l'heure, le retrempage, ça s'appelle du back-cross. Il a proposé out-cross, c'est-à-dire de prendre une autre race, de sortir du schéma. Et pour que ce gène soit dilué. Et ils ont réussi. Et c'est une race qui a été reconnue par la Fédération cynophilique internationale. Comme quoi, ils appelaient ça le dalmatien low
urique pour dire qu'il n'avait pas de problème urinaire. Bref. C'est la version 2.0 Voilà. du. Comme du quoi, il y a quand terme. même des consciences. Ça commence à bouger. Les fédérations commencent à prendre la mesure de ce qui se passe. Il y a eu un deuxième exemple récemment. C'est en Suisse, il me semble. Ils ont créé le bulldog continental. Donc en fait, c'est la version bulldog français avec le museau allongé et qui respire mieux. Donc. C'est mieux. Qui est un peu moins trapu, qui est un peu plus athlétique, etc. Est-ce qu'il y a des races qui sont interdites à cause des maladies qu'elles peuvent avoir et qui sont trop importantes maintenant? L'exemple que je connais, c'est en Norvège, je crois que c'est en 2023. En Norvège, ils ont interdit la reproduction du cavalier King Charles. C'est étonnant que ce soit lui en premier. Parce que moi, j'aurais dit de l'extérieur, ce serait plutôt tout ce qui est carlin, bulldog français. Non, le cavalier King Charles est un exemple typique de massacre génétique. Hein. C'est une boucherie, ce qu'ils ont fait. Tu peux nous dire pourquoi, un peu tout ce que ça engendre? Il y a un chiffre qui va vous faire comprendre, c'est-à-dire qu'à l'âge de 9 ans, 90% des cavaliers King Charles ont une maladie cardiaque, mortelle, dégénérative, incurable. À l'âge de 5 ans, c'est la moitié, je crois. 5 ou 6 ans. Je pense qu'en plus de problèmes neurologiques, en plus de plein de sensibilités différentes, c'est un chien ultra mignon. Du coup, c'est 100% de la race qui développera un problème cardiaque? Oui. À 10 ans. Donc, pratiquement. 50% à 5 ans et 100% à 10 ans. Pratiquement, ouais. Mais quand je dis problème cardiaque, c'est inévitable. On le voit en tant que vétérinaire. Voilà. Est-ce que c'est la première chose qu'on regarde, par exemple, quand on a un cavalier King Charles en consultation? Oui, mais ce qui est tragique, c'est que quand moi, je vois un jeune cavalier King Charles qui a un souffle cardiaque à l'âge de 2-3 ans, je m'inquiète pas. Ça ne m'étonne pas. C'est ça qui est dramatique. On est habitué à voir la race avoir ces conditions-là. Il sera pris en charge, mais ce n'est pas étonnant. Ça ne m'étonne pas. Est-ce que leurs propriétaires, ils sont au courant, généralement, oui, parce que les conditions... Oui, les vétérinaires préviennent. Ils font des échocardiogrames souvent assez tôt pour essayer de déceler ce problème-là le plus tôt possible. Et ils prennent quand même la décision. En fait, j'essaye de comprendre. Ils ont fait le choix conscient de prendre cette race-là malgré la condition médicale. C'est une très bonne question. Et là, on va vers vraiment un sujet intéressant, c'est comment les gens doivent s'y prendre pour choisir leur chien. C'est très compliqué parce qu'il y a de l'affect derrière et que les gens ont parfois grandi avec une race qu'ils adorent et on ne peut pas leur reprocher de vouloir absolument cette nouvelle race chez eux quand ils sont plus grands ou sur deux choses. Voilà. Si tu veux, on peut faire le parallèle avec moi. C'est vrai que j'ai voulu un cocker parce que j'en avais un quand j'étais petite et je l'ai rêvé et attendu pendant longtemps. Il se trouve qu'il est en bonne santé, mais il a des problèmes liés à sa race. Pour le coup, moi, j'étais consciente, mais est-ce que tout le monde est conscient quand il prend? Est-ce qu'il y a des races où on met en garde les gens, où il faut éviter ces races-là? Je pense que les gens vont dire notamment oui, je sais, c'est une race fragile. Voilà, parce qu'ils ont peut-être eu des expériences. Certains vont me dire mais moi, le mien, qu'avec King Charles, il n'a jamais eu de maladie, tout ça. Très bien. Le fait c'est que les gens doivent savoir. Je pense que ça fait partie de la responsabilité aujourd'hui où il y a de la précarité, de se dire je vais prendre un chien, mais je m'engage vers des frais potentiels absolument considérables. C'est ça, c'est au-delà du bien-être animal, c'est même le temps et l'argent qu'on va consacrer à son animal. Voilà, il y a une amie à moi qui s'appelle May, que je salue, qui est sur les réseaux et qui a un chien qui s'appelle Malcolm et qui a un Akita américain. Je vois très bien qui c'est, qui est un énorme Akita. Absolument. Elle a fait une vidéo très récente où je crois qu'elle a parlé de 33 000 euros. De frais veto. De frais veto. Les Akita, c'est vrai que c'est... Je veux dire, imaginez une personne qui n'est même pas au courant qu'il y a des mutuelles, ou alors qui ne peut pas en prendre une, qui se retrouve avec un chien avec des frais comme ça. Je pense que les gens méritent de savoir, c'est un sujet dont il faut parler, parce qu'aujourd'hui, où il y a le phénomène des modes qui est de plus en plus puissant, on va vers... si on veut lutter contre l'abandon, si on veut lutter contre des euthanasies parce qu'on ne peut pas suivre, si on veut lutter contre la maltraitance, il faut aussi que les gens... Il faut offrir la connaissance aux gens, il faut qu'ils se rendent compte que les races, ça a une signification importante chez les chiens. C'est pas à prendre à la légère. Ça veut pas dire que votre chien va vous coûter une fortune si vous prenez un chien fragile. Ça veut dire qu'il faut le faire en toute responsabilité. Et tout le monde devrait savoir ça. Mais en tout cas, moi, ce que je suggère déjà, en premier lieu, et ça, je le dis sur ma chaîne aussi, c'est avant de réfléchir à prendre une race, vous pouvez vous renseigner sur la race,
Mais renseignez-vous d'abord sur ce qui se passe dans les refuges. Bien sûr. Parce que chaque année, c'est catastrophique. Donc, oui, parce qu'il y a plein de chiens de race qui se retrouvent dans les refuges. Et je vais te reposer des questions sur les races parce que, pour le coup, je connais plutôt bien l'Akita, mais il y a une question qui me vient, c'est qu'on dit souvent, par exemple, que l'Akita, c'est le chien qui est le plus proche du loup. Et pourtant, les propriétaires d'Akita ont beaucoup de frais médicaux, généralement. Comment on explique, alors que c'est censé être vraiment l'individu le plus proche Alors, désolé de te contredire, mais je ne pense pas que ce soit physiquement, l'individu le plus proche. Physiquement, en tout cas. Peut-être que non, c'est même plutôt... pas physiquement, parce qu'honnêtement, ça ressemble plutôt plus à un ours, un petit nounours qu'à un loup. Tu trouves, l'Akita ? Bah oui. Le chien qui va me faire penser au loup, moi, c'est par exemple le chien loup tchécoslovaque ou le sarlouz. Oui, peut-être que j'ai pas vu beaucoup de loups dans ma vie. Qui sont pratiquement des hybrides, mais qui sont d'ailleurs très difficiles à dresser parce que justement, il y a moins de néoténie, c'est le terme du jour, hein, mais parce qu'il y a moins de néoténie, parce que justement, ils sont plus vers la fuite ou vers l'agressivité. Donc, c'est des chiens, quand ils sont trop proches du loup, ils sont très difficiles à dresser. Mais tout ça pour dire que si vous voulez un chien qui a potentiellement le moins de problèmes de santé possible, dirigez-vous vers des formats particuliers. Dirigez-vous vers des formats qui sont plutôt athlétiques, qui sont pas très lourds ou pas très grands et pas très petits. Il faut un juste milieu. On va dire 25, entre 20 et 40 kilos. C'est une grosse fourchette. Voilà, entre 20. Mais oui, mais c'est des chiens moyens. Ouais. Moyens, voilà. Tout ce qui est trop petit, problème. Tout ce qui est trop grand, problème. Tout ce qui est le nez écrasé, problème. Tout ce qui est, plus il y a des oreilles longues, plus il y a des problèmes aussi. Je peux me permettre de te glisser des races et tu me donnes un peu ce que ça pourrait engendrer comme problème médical. Oui, bien sûr. On peut commencer par le cocker, si tu veux. Cocker, moi je vois cocker, je pense à otite. Donc problème d'otite. Problème forcément aussi l'été, c'est plus saisonnier, mais les épillés qui vont se mettre dans les oreilles, parce que justement, encore une fois, trop de poils dans les oreilles trop longs. Mon némésis. Et aussi au niveau des pattes, parce qu'ils ont énormément de poils au niveau des pattes, d'accord ? Ce qui engendre aussi souvent des problèmes de pododermatite, léchage des pattes, et épillés qui viennent se mettre dans les pattes aussi. Quand je pense à cocker, je pense à problèmes de rétine, ils ont des problèmes oculaires aussi. Mais non, génétiques. Le mien est quasiment aveugle, dis donc, c'est marrant ça. Ils ont une dégénérescence rétinienne, ils ont pour certains, 10%, ils ont des problèmes de néphropathie, c'est-à-dire des problèmes de reins héréditaires. Mais ça, c'est au niveau européen, on va dire, c'est pas trop présent. Je pense aussi à le Rett syndrome. Alors, le Rett syndrome, c'est un truc qui est documenté comme des cockers qui deviennent fous. Ah. Ils vieillissent mal, arrivent à un certain âge. Ah, qui deviennent un peu... Mais souvent, c'est reclassé en épilepsie, etc. C'est pas forcément à 100% documenté, mais grosso modo, ça vieillit mal aussi, un cocker. Au niveau neurologique, c'est pas non plus excellent. Ok, super. Et voilà. Moi, je suis très trash, mais au moins, je te dis les choses. Écoute, j'ai toutes les infos, je vais pouvoir partir chez moi en boule. mais ils sont trop mignons. Et comme tu disais, c'est pas tout. On n'est pas obligé de tout avoir en même temps. Par exemple, tu vois, le mien n'a pas eu d'otite. Absolument pas. Il faut pas non plus affoler les gens. Simplement savoir. Il faut juste savoir en son âme et conscience. Et juste pour ajouter quelque chose, beaucoup de gens connaissent la loi de la sélection naturelle de Darwin. C'est très connu. Hein. C'est simplement que les espèces, elles évoluent en fonction des contraintes du milieu. Et que l'homme, il s'est mis en juge, il s'est mis un peu en Dieu. Il a pris une race parce qu'il l'aime, parce qu'elle lui est utile, et il l'a fait un peu à son image. Donc il en a fait le meilleur compagnon de l'homme. Il paye les pots cassés d'être le meilleur compagnon de l'homme, d'accord ? Être mignon pour un chien, ça se paye. Ça a un prix. Voilà. Est-ce qu'on peut réparer une race ? Comme j'expliquais tout à l'heure. Mais c'est un gros travail qui doit être entrepris aussi par les associations, par les clubs de race. Il faut que ce soit quelque chose de motivé vraiment. Là, il a fallu attendre qu'on se rende compte qu'il y a des chiens qui ont une espérance de vie divisée par 2, comme les bulldogs anglais, pour se dire « Ah ouais, peut-être qu'on arrête ». Les bulldogs anglais, ils ont quoi comme condition ? Donc, il y a l'espérance de vie ? Les bulldogs anglais, par exemple, ils ont une espérance de vie, je crois, si je dis pas de bêtises, de 6 à 7 ans. C'est jeune. Alors que les chiens, en moyenne, c'est 12 ans. Ouais. D'accord ? Les bulldogs anglais, c'est un peu le parangon, c'est un peu l'exemple type, le modèle de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'on a pris un chien et on lui a écrasé la tête jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. Aujourd'hui, on a des problèmes de voile du palais chez ces chiens-là. Les vétérinaires sont obligés de raccourcir ce voile du palais, donc ils font des chirurgies qu'on pourrait dire presque de convenance réparatrice pour beaucoup de chiens. Les bulldogs français aussi, les bulldogs français aussi, et certains carlins. C'est vachement documenté. Et puis, donc, on est obligé de faire ça pour les aider à respirer, sinon ça va ronfler, ça va causer des insuffisances respiratoires, des problèmes
de coups de chaleur, une incapacité à se déplacer et plein de problèmes divers et variés, des inflammations, etc. Le bulldog anglais, c'est une race qui ne survivrait pas dans la nature. Pourquoi ? 80 à 90% des bulldogs anglais, ils naissent par césarienne. Ouais, donc l'homme entretient artificiellement une race. Il la laisse en vie parce qu'elle lui plaît physiquement. Parce que la tête est trop grosse ? La tête est trop grosse. C'est une disproportion fœto-pelvienne. Ça veut dire que la tête, le fœtus est trop gros par rapport... Il ne passe pas. Je vais repartir avec des expressions plein la tête. Est-ce que tu peux me parler du Shiba aussi ? Parce que c'est vrai que ça a été une grosse mode qui, j'ai l'impression, commence un petit peu à diminuer. Peut-être que Squeezie y est pour quelque chose, je ne sais pas. C'est quoi les conditions médicales un peu du Shiba ? Honnêtement, Shiba, justement, c'est l'un des formats relativement stables. Et c'est intéressant qu'on en parle dans le sens positif du terme. Ils ont un tempérament un petit peu particulier, comme beaucoup de chiens japonais ou chinois. C'est des races un petit peu, au niveau de l'éducation, c'est pas toujours facile, mais ça fait partie de leur charme aussi. D'ailleurs, un peu comme les Akita, d'ailleurs. Oui, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont comme ça ? Quand on parle de sélection, va aussi des traits comportementaux, d'accord ? On ne peut pas le nier. Attention, c'est l'éducation. Pour 90%, 95% fait le tempérament du chien. Mais il y a quand même une petite partie qui fait que un chien a son tempérament. On peut parler, par exemple, je saute sur le border collie. Vous mettez un border collie en appartement, vous allez avoir des problèmes, d'accord ? Parce que c'est un chien qui a justement été sélectionné par son utilité de chien de troupeau. Mais c'est un tempérament, il faut qu'il fasse des choses, quoi. C'est un chien de travail. Pareil pour les malinois, qui pullulent dans les refuges d'ailleurs. Qui sont abandonnés. Parce qu'ils sont abandonnés parce qu'on n'a pas pris en compte le fait que c'est un malinois. Et parce que c'est mignon un malinois, tout le monde en a un, etc. Moi j'en veux un. Mais un malinois, c'est pas n'importe quel chien. C'est vrai qu'on en voit énormément en refuge. Donc l'éducation, tout le monde peut avoir, j'ai envie de dire n'importe quel chien. S'il est bon éducateur, s'il s'est renseigné, s'il a pris des cours, s'il est allé voir un éducateur, un vétérinaire comportementaliste, s'il a fait son travail, oui. Mais attention, quand on prend une race, on prend tout ce qui va avec. On prend la sélection depuis des années et des centaines d'années. Du coup, on aurait pu parler de plein de races différentes. Les vétérinaires aujourd'hui, ils font des choses, ils font des actes. Et c'est intéressant qu'on parle aussi de ça parce qu'aujourd'hui, la formation fait que quand on sort de là, on apprend à soigner des maladies, mais on ne se pose pas la question d'où elles viennent. Le métier de vétérinaire chien-chat, qui est finalement assez moderne, eh bien, il repose sur des bêtises qu'on fait et qu'on a faites. Oui. Il faudrait mieux ouvrir les yeux, mais bon, après, on les aime, mais c'est... On les aimera quoi qu'il arrive, mais c'est bien, effectivement, de le faire en pleine conscience. Et quand on prend une race, effectivement, c'est ce que tu disais, d'avoir toutes les informations et se dire, OK, je suis capable d'absorber tout ça, de prendre le package total ou pas. C'est ça. C'est la connaissance qu'il faut donner aux gens aujourd'hui où les gens avalent tout et n'importe quoi. Surtout en termes de chiens et de chats. Tu penses que les réseaux sociaux, ça joue un rôle là pour les modes de race, par exemple ? Les gens ont été capables de croire à un débile qui a fait genre que son chien a été volé. Me lance pas sur le sujet. Donc, ils sont capables de croire tout et n'importe quoi. Si un jour, ce mec, il dit le carlin est le meilleur chien du monde, il n'a aucun problème génétique, achetez-le, il y aura une flambée des achats de carlin. Et j'exagère pour faire comprendre qu'aujourd'hui, les réseaux peuvent être utiles, mais peuvent être aussi vachement problématiques par rapport à ça. Oui. Ils peuvent créer des modes qui ne devraient pas en être. Est-ce que tu penses que l'homme joue un peu à Dieu et que là, on tend aussi vers... on voit certains... humains qui ont envie de cloner leurs chiens, c'est assez répandu maintenant, surtout aux États-Unis. Quand on parlait tout à l'heure de cette histoire de maladies génétiques qui sont extrêmement présentes pour de la consanguinité, la nature, elle est bien faite parce que elle fait en sorte qu'on ait et qu'on meure, et elle fait en sorte qu'il y ait d'autres qui prennent la place pour que ça se renouvelle. La reproduction sexuée, elle a ça de beau par rapport à des bactéries, c'est que on va se mélanger à d'autres gènes. Et ça veut dire que les individus qui vont naître de nous seront plus forts que nous. C'est le principe de la reproduction sexuelle. On voit ce que ça fait quand on commence à créer des races. Le chien est le meilleur exemple. D'ailleurs, Darwin en a parlé lui-même de ça. Ça a été une vraie inspiration pour lui. Parce qu'on a retiré une espèce, on l'a mis avec nous et on a bricolé des trucs. Et on voit les maladies génétiques qu'il y a. Alors, quel est le paroxysme de tout ça ? Eh bien, c'est le clonage. On va reproduire à l'identique un individu qui est peut-être malade et qui est porteur de maladies génétiques. Donc, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est le bout du bout de la bêtise humaine. C'était
excessivement intéressant. On pourrait y passer la nuit, donc je vais être obligée de m'arrêter là parce que sinon on te garde. Merci beaucoup, c'était fascinant. Merci Ludo. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez partager cet épisode. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux @niche le podcast. Racontez-nous vos histoires. Envoyez-nous vos questions. On lit tout. À bientôt.